Alors, on ne connaît pas l'origine du mot Fuji. Certains chercheurs se demandent si le mot Fuji pourrait provenir d'une tribu Ainu du nord du Japon, d'ailleurs qui a été persécutée par les Japonais. Et dans leur langue, Fuchi ressemble à Fuji, désigne le feu. Et Funchi, une montagne qui crèche le feu. Donc les Japonais développèrent leur croyance envers cette montagne puissante et terrifiante. Donc je vais vous raconter une légende. Au début du 8e siècle, Enno Gyoja, un religieux animiste, acquit un pouvoir surnaturel en s'entraînant sur le mont Fuji. Ça veut dire qu'il a reçu un pouvoir surnaturel de montagne. Comme il a acquis tellement de pouvoir surnaturel, il est devenu capable de construire un temple comme ça et jeter sur la falaise. C'est ce qu'on dit, la légende. Et donc, comme c'est tellement beau, plus tard, le gouvernement a reconnu comme trésor national, mais le plus dangereux. On a fait des recherches sur la date de bois, et c'est il y a 1200 ans. Donc c'est à peu près à la même époque. Bon. Et donc, ce moine fonda une religion appelée Shugendo. C'est une école dans laquelle la montagne fait l'objet d'une forme de vénération religieuse. Et beaucoup de personnes des alentours de Fuji s'engagèrent dans cette religion. Et au début du XIIe siècle, il y a 800 ans, c'est pas rien, mais c'est le premier peintre des estampes japonaises qui était vraiment hors pair. Il avait une imagination et une technique incroyable qui s'appelle Matsuda Shonin. On trouve nulle part son portrait. Mais voilà, on a imaginé comme ça. Un moine de l'école Shugendo, qui est doté de pouvoirs surnaturels, atteigne le sommet de Mont Fuji pour la première fois de l'histoire. Et après ce succès, bien évidemment, il est devenu capable de propager cette religion largement. La communauté religieuse devint prospère avec la construction de 5 temples bouddhistes et shintoïstes. Donc, cette histoire est relatée dans un mandala. Ça s'appelle le mandala du pèlerinage au temple shintoïste Fuji Sengen, réalisé entre le XIVe et XVIe siècle. Je commence de plus bas. Des pèlerins vêtus de blanc, vous voyez, arrivent au pied du mont Fuji. On voit une tour bouddhiste de 3 étages, tout à gauche, ici. Donc, dès le début, c'est le mélange de shintoïsme et de bouddhisme et de animisme, Shugendo. Et les pèlerins se purifient. Vous voyez ici un étang. Ça s'appelle l'eau sacrée. On se purifie avant d'entrer dans la montagne sacrée, bien évidemment. Et ils arrivent dans un autre temple bouddhiste. Ça, c'est vraiment la construction bouddhique. Mais à côté, il y a une scène. On voit une femme en train de danser. C'est une religieuse shintoïste qui offre sa danse aux dieux shintoïstes. Et ensuite, les pèlerins, en se s'habillant encore une fois plus blanc, ils commencent à monter sur la montagne. Et ce qui est très drôle, vous voyez, les rangs de pèlerins, ils arrivent au sommet où se trouvent 3 Bouddhas assis. Et ces 3 Bouddhas, c'est Bouddha, donc c'est la religion bouddhiste. Donc
C'est vraiment incroyable. Il n'y a pas de guet de religion, c'est le mariage de religion. Et donc, c'est un trésor national très intéressant pour comprendre. Et en fait, il faut savoir que jusqu'au XIIIe siècle, sauf des exceptions, la plupart des dirigeants japonais, samouraïs, aristocrates, n'avaient jamais aperçu le mont Fuji. Pourquoi? Parce que l'ancienne capitale, Kyoto, n'était pas dans le cercle de la région où on peut apercevoir le Fuji. Kyoto était trop loin de Fuji. Donc, après, le premier gouvernement samouraï s'est installé à Kamakura, tout près de Mont Fuji. Et du coup, les aristocrates, les personnes puissantes à l'époque, étaient obligés de se déplacer jusqu'à Kamakura. Et du coup, pour la première fois de leur vie, ils ont perçu Mont Fuji. Donc, il y a un aristocrate, il a dit « Sa silhouette colorée de bleu se dresse majestueusement dans le ciel. Elle apparaît incomparablement plus merveilleuse qu'une peinture. » Ils étaient vraiment stupéfaits. Parce que c'est ça qu'ils ont aperçu. C'est toujours le photographe. Hein. Et donc, les gens commençaient à éprouver un engouement pour apercevoir cette montagne sacrée. Et il y a un moine, anciennement samouraï, mais très haut gradé et très, très cultivé. Et avec des histoires, il est devenu moine, retiré de la vie séculière. Et il a composé un poème. Étant religieux, il a composé plein de poèmes d'amour. Pourquoi pas? Très joli, d'ailleurs. Emporté par le vent, lui, il est là. Hein? Il est en train de contempler le mont Fuji et il compose. Emporté par le vent, la fumée du mont Fuji disparaît dans le ciel sans savoir où elle va. Moi aussi, j'ignore où s'envole mon âme. Romantique, hein? Religieux. Attention. Alors, le mont Fuji répercute sur la mode aussi. C'est une bête portée par un shogun au XVIe siècle. Devant, très menaçant, derrière pour encourager sa troupe. Je vais vous agrandir. Qu'est-ce que c'est? Oui, Mont Fuji de 3 pics. Et ça, c'est quoi? Non, ce n'est pas la fumée. Bien évidemment, c'est la flamme sacrée. Oui. Et comme c'est tellement stylé, et ça a été repris aujourd'hui par plein de designers, et ça se marie super bien. Je sais, voilà, en plus des étrangers, je ne sais pas comment ils ont fait pour comprendre, pour savoir, apprendre. Et Sesshu, un très grand peintre qui peignait toujours avec l'encre semi-japonaise. Et c'est lui qui a peint. Juste l'encre semi. Magnifique. Et c'est lui, c'était le premier peintre qui a dessiné Mont Fuji avec 3 pics comme ça. Et après, tout le monde suivait. Et d'ailleurs, 6 de ces peintures ont été reconnues comme trésors nationaux. C'est vraiment une exception. Alors, le shogun Tokugawa de 1903, qui a unifié le Japon, il a déménagé, on ne peut pas dire capitale, capitale restait toujours Kyoto, mais le centre politique et administratif, il a déménagé à Tokyo, anciennement Edo. Et là, c'est plus proche que Kamakura pour apercevoir Fuji. D'ailleurs, c'est aujourd'hui. Quand il fait beau, depuis Tokyo, avec les gratte-ciel, on voit clairement Mont Fuji. Et donc, à l'époque,
entre 1603 jusqu'à 1868, contempler le mont Fuji, c'était vraiment un acte presque religieux pour procurer la bonne fortune de l'année. Et c'est Hokusai, il a fait mont Fuji et château de Shogun depuis ici. Ici, il y a quoi? C'est le pont de Nippon. Et c'était vraiment une cérémonie. Et le jour de Nouvel An, il faut contempler le mont Fuji. Voilà, les gens jouent au cerf-volant, le jour de Nouvel An. Et voilà, il faut absolument contempler, il faut prendre le temps pour contempler le mont Fuji. Et il y a même pour ramasser des coquillages. Voilà, on est accompagné par le mont Fuji. Et cette religion de Shugendo qui prend le mont Fuji comme l'objet de vénération se prospéra de plus en plus. Donc il y a même un guide des itinéraires vers le mont Fuji pour le pèlerinage a été publié. Et les gens montaient au mont Fuji, sur le mont Fuji, étant vêtus blancs, comme ça. Littéralement comme ça. Et parmi les croyants, il y a des religieux et des laïcs qui étaient très intègres, engagés et fervents, notamment Jikigyo Miroku. C'était un laïc, mais il a été entraîné par un grand patriarche de cette école. Il a cultivé une foi exceptionnelle. Comme il a tellement cultivé la foi, qu'il dit « c'est pas normal que les femmes sont interdites de monter au mont Fuji ». Voilà, le sexisme total. Parce que c'est un lieu sacré, donc les femmes ne sont pas invitées. Voilà. Et lui, il a levé cette interdiction. Donc les femmes commençaient à entrer dans le mont Fuji. Et voilà, c'est le pèlerinage des hommes et des femmes. C'est écrit en japonais. À l'entrée nord du mont Fuji. J'ai traduit mot à mot. Et toutes les personnes en trait de rouge que j'ai fait, ce sont des femmes. La moitié. Jibuzagohondi, c'était un phénomène dans une société féodale sexiste. Et comme les gens développaient tellement de foi, admiration envers le Fuji, et que tout le monde ne peut pas faire le voyage. Comme je vous ai dit, c'est tellement coûteux et prend tellement de temps. Il faut laisser tomber la famille, le travail, tout. Donc c'était quand même une poignée de gens qui ont eu la chance de monter jusque-là. Du coup, ils ont construit des mini-Fuji partout. Aujourd'hui, il y a 73 à Tokyo. Comme ça. Voilà. On a même construit au sommet, des fois, le portail shintoïste ou des temples shintoïstes et avec les cerisiers au pied. Et, par exemple, on voit aujourd'hui, c'est un temple shintoïste, et dans l'enceinte, voilà, un mini Fuji avec l'escalier et une grotte. Et je vais vous montrer des estampes japonaises de Hiroshige. Voilà, les gens sont en train de faire le pèlerinage et ils montent au sommet, ils disent Youpi. Et tout au fond, on voit le vrai Fuji. Et encore, les gens citadins de Tokyo, c'était plus simple, mais les gens en province, comment ils faisaient? Comme c'est un pays volcanique au Japon, il y avait des montagnes ressemblant au mont Fuji. Donc, ils ont surnommé dans leur région, ils ont trouvé toujours, ils se sont débrouillés. Par exemple, c'est dans le nord du Japon. Ça s'appelle la région de Tsugaru. Donc, ils ont nommé Tsugaru Fuji. C'est dans le sud du Japon, c'est Satsuma Fuji. Et
il y a des gens même voilà, fabriquer une coupe de saké sous forme de Fuji. Et en fait, je reviens à Hokusai, notre peintre national, on peut dire comme ça. Vous savez, il a réalisé 36 vues de Mont Fuji. Et le 36e, c'est ça. Où vous voyez le Fuji? Ouais, ils sont au sommet de Mont Fuji. Il a carrément dessiné les pèlerins par le respect. Il a éprouvé tellement de... Parce qu'il était très croyant, Hokusai. Ce n'était pas l'école Fuji, mais il avait une croyance envers la constellation, le Grand Chariot. Parce que le premier étoile du Grand Chariot, et pour les Chinois et les Japonais, c'est le protecteur des beaux-arts. Comme c'est un peintre. Pour lui, c'est son Dieu. Et donc, il éprouvait un respect envers ces pèlerins si fervents. Donc, je vais vous montrer en détail, voilà, les pèlerins qui se battent pour monter, les pèlerins dans une grotte qui attendent le lever du soleil. Parce que le lever du soleil au sommet de montagne, c'est l'apparition de Dieu. C'est le moment le plus sacré. Donc ils sont épuisés. On voit, hein, ils sont épuisés, non coiffés, mais ils attendent. Et il y a des gens qui sont épuisés, qui ne peuvent plus avancer, par terre. Donc en fait, lui, il n'est jamais monté. Donc c'est incroyable qu'il a pu dessiner avec autant de réalité. Et en fait, c'était vraiment son respect envers les pèlerins. Alors, quant à Hokusai, c'est ça. Il y a un qui manque ici, voilà, Grand Chariot. Et la première étoile, quand on écrit en chinois, c'est composé de deux parties. Une partie, c'est l'ogre. Une autre partie, c'est coupe. Donc, on dessine comme ça. L'étoile incarnée de l'ogre avec un pinceau. C'est vraiment Hokusai, hein? Parce qu'il a peint jusqu'à 90 ans. 90 ans, quand il a compris qu'il était en train de mourir, il est entré en égo avec Dieu. Si vous me donnez encore 5 ans, je peux réaliser encore un chef-d'œuvre. Il est entré dans l'ego. Et son dernier ouvrage, c'est ça. Dragon volant au-dessus du mont Fuji, Katsushika Hokusai. Vous voyez le dragon? Je vais vous agrandir. Dragon, c'est qui? C'est qui? C'est l'incarnation de qui? Pour Hokusai, qui est en train de dépasser le mont Fuji. C'est Hokusai. Oui, c'est lui. Il a peint dragon en train de toutes ses forces, parce qu'on voit qu'il est âgé, hein, quand même, en train de dépasser le mont Fuji. C'est lui, voilà. Même au-delà de mort, je vais continuer à peindre.